STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle édition sur Tambra Télévision consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit, conférence de presse hier samedi à l'hôtel Gawai de Niamey de l'Union panafricaine de la jeunesse, en prélude donc au 4e congrès de cette organisation. Le compte rendu avec Alomo Massani et Ibrahim Kantama. Cette conférence de presse du président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Aliou Oumarou, entre dans le cadre des préparatifs du congrès de cette organisation panafricaine à Niamey. C'était en présence du secrétaire général du ministère des Sports et de la jeunesse, les leaders des organisations de la jeunesse venus des 4 coins de l'Afrique. L'objectif de cette sortie médiatique est de rappeler et informer l'opinion nationale et internationale des réformes apportées au sein du cadre organisationnel selon le président du comité de réforme, Andy Roland. Lorsqu'on parle des réformes, qu'est-ce qui doit changer? Que doit devenir l'Union panafricaine de la jeunesse? On doit quitter le stade d'une simple organisation pour devenir une agence spécialisée de l'Union africaine. Les réformes vont nous amener également à une bonne collaboration entre l'Union panafricaine de la jeunesse, les conseils nationaux de jeunesse ainsi que les organisations de jeunesse. Les réformes vont nous pousser et nous poussent aujourd'hui à voir comment est-ce que le siège, notamment à travers un accord de siège, quelle sera désormais la collaboration, quel sera l'intérêt que doit accorder le siège par rapport à l'Union panafricaine de la jeunesse. Les réformes donnent également une visibilité accrue des conseils nationaux de jeunesse par rapport au mandat qu'ils confient au comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Aliou Oumarou, celui-ci se réjouit de la mobilisation de tous pour la bonne tenue de ce congrès panafricain de Niamey. L'histoire retiendra, cher Andy, cher Tandai, cher honorable exaucé, que c'est grâce à vous que ce travail a été abattu. Nous vous le reconnaîtrons à vie et vous n'avez pas perdu votre temps pendant 2, 3 ou 4 ans à faire ce travail. Donc, monsieur le secrétaire général, je voudrais aussi féliciter les membres du comité exécutif de l'UPJ. Ils se sont donnés à fond et leur mandat sera marqué par cet instrument important que notre frère et ami Andy vient de nous remettre, mais leur mandat sera aussi marqué par les efforts fournis pour que ce 4e congrès, malgré le contexte de Covid-19, puisse se tenir en République du Niger. Nous pensons que la réunion, la dernière, c'est le secrétaire général du comité exécutif qui va être lancé tout à l'heure par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, va se passer dans les meilleures conditions et que les différentes résolutions vont être portées au Congrès et vont être entérinées, Inch'Allah, par l'ensemble de la jeunesse africaine. Dans son discours de lancement des travaux du Congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse, le secrétaire général du ministère des Sports et de la jeunesse a d'abord félicité les membres de cette organisation panafricaine pour le travail abattu relatif aux réformes apportées au sein de cette organisation panafricaine. Vous avez écrit un projet de réforme institutionnelle et organisationnelle de l'Union panafricaine de la jeunesse. Ça veut dire que vous êtes longtemps cette situation de la jeunesse
que vous êtes, vous jeunes, vous incarne. C'est une préoccupation pour vous. Vous êtes assis, vous êtes regardé, vous êtes apporté une réforme. Mais je tiens à vous féliciter au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports. Aussi, je tiens à vous dire que les autorités de notre pays seront à vos côtés jusqu'à la fin de vos travaux. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas être long. Je déclare tout simplement ouvert les assises de cette réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le président du comité de réforme a remis officiellement le document régissant cette organisation panafricaine dirigée par le président Aliou Oumarou, qui dirigera d'autre part les travaux de ce 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est lundi 15 au mardi 16 novembre prochain. Table ronde vendredi dernier à la salle de conférence de l'association alternative Espace Citoyen organisée par la dite association sur la participation des jeunes dans les affaires politiques. 3 pénalistes étaient autour de cette table. Retrouvons une fois de plus Alouma Mansani et Ibrahim Kantama. Jeunesse et politique au Niger, enjeux et défis d'une participation accrue des jeunes à la vie politique. C'est le thème d'une table ronde organisée par l'association alternative Espace Citoyen en collaboration avec Netherlands Institute Multiparty for Democracy. Une activité qui a enregistré la présence de plusieurs organisations de la jeunesse, de la société civile et des hommes politiques venus pour la circonstance. 3 panélistes étaient autour de ce thème d'actualité. Il s'agit de Bana Ibrahim Sibar, activiste et militant du Modern Falumana Africa. Madame Amina Daouda Hainouko, juriste chargée de projet participation citoyenne et politique des femmes et des jeunes à Care International. Et Aminou Lawali, coordinateur de l'ONG SOS Civisme, qui ont tour à tour partagé leur expérience sur ces sujets aussi importants devant le public. Que la femme, parce que la loi sur le quota, comme beaucoup le prétendent ou le définissent, ce n'était pas une loi spécifique aux femmes, mais c'est la réalité sociale, le contexte culturel nigérien qui fait en sorte que la loi n'est bénéfique aux femmes parce que les hommes, tant bien que mal, se débrouillent. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les femmes, mais tout simplement parce que nous sommes dans une société patriarcale, donc du coup les hommes ont le dessus sur les femmes. Mais peu à peu, on se rend compte que les femmes aussi s'y mettent. Donc pour nous, la loi sur le quota doit exister dans le contexte typiquement nigérien, mais de façon transitoire. Le temps que le pouvoir... Pour Kaka Touba de l'association alternative Espace Citoyen, cette initiative sert à informer et sensibiliser les organisations de la jeunesse pour une prise de conscience afin d'apporter leur pierre dans la politique. Notre objectif, c'est vraiment d'accroître le niveau de participation politique des jeunes, c'est d'amener les jeunes à comprendre un peu vraiment les différents enjeux auxquels la politique aujourd'hui est confrontée. Notamment, nous invitons des chercheurs, nous invitons des acteurs politiques, nous invitons des organisations de défense des droits humains, et tout, en tout cas le monde politique et même les décideurs, pour pouvoir échanger avec les jeunes pour qu'ils puissent mieux s'impliquer afin de booster un peu la participation politique des jeunes. Donc vraiment l'objectif, c'est d'accroître le niveau de la participation politique des jeunes au Niger. Cette table ronde est d'une importance capitale, permettrait sans nul doute à la jeunesse de reconnaître leur rôle dans la société pour un développement durable. Cependant, les décideurs politiques devraient davantage contribuer à l'éducation de cette dernière pour une participation accrue des jeunes à la vie. La suite de cette rétrospective de la semaine, ouverture des assises du 5e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail le 10 novembre 2021. Un congrès qui a duré 2 jours, plus 2 détails avec Ibrahim Abdelkader et Abdelraouf Deyabou. Placé sous le thème « Le futur du travail et l'avenir des syndicats », ce 5e congrès ordinaire de la Confédération
nigérienne du travail a ouvert ses assises dans la salle de conférence de Radisson Blu en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la ministre de la fonction publique et des réformes administratives, mais également de plusieurs représentants des structures syndicales du Niger, mais aussi de la sous-région. Plusieurs allocutions de différentes structures conviées pour la circonstance ont marqué le début des travaux. On note entre autres celles du Burkina Faso et du Bénin qui ont à tour de rôle pris la parole pour soit lancer un message de soutien à leurs camarades du Niger ou pour féliciter la CNT pour le respect des textes de la Confédération. Je voudrais vous transmettre les salutations des militants de la cause bénin et vous féliciter encore une fois, féliciter la CNT pour avoir respecté les textes qui s'est donné librement en organisant ce 5e congrès. C'est important parce que tout le monde ne fait pas comme ça. Et quand les gens le font, il faut réussir, il faut les féliciter. Félicitations. Votre présence ici est le témoignage de l'accompagnement gouvernemental des travailleurs du Niger. Et je voudrais me réjouir et vous transmettre toute notre gratitude et notre infinie reconnaissance. Que cette collaboration puisse s'intensifier. Aux camarades et présidents de la CSI Modigiro, je voudrais vraiment te témoigner le plaisir que j'ai à te retrouver ici, mais je te sais sur tous les fronts. Merci d'être présent à ce 5e congrès. Selon les propos du secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, ce congrès permettra aussi de revisiter les textes et de faire un bilan des années précédentes. Les défis sont énormes pour les organisations syndicales et ne peuvent être relevés qu'à travers l'unité d'action syndicale et le dialogue social si cher à la Confédération nigérienne du travail, CNT, qui a fait du dialogue social son credo. Le président congrès verra également l'élection d'un nouveau bureau qui aura à son sein assurément des hommes et des femmes engagés, compétents et disponibles dans le strict respect du quota. Le congrès tiendra compte du quota, camarade président de la CSI, le quota des femmes, parce qu'il faut se conformer aux règles de la CSI et du BIT. C'est avec des mots d'encouragement que la ministre de la fonction publique et des réformes administratives a officiellement lancé les travaux de ce 5e congrès ordinaire. La tenue du congrès est un événement important dans la vie de toute organisation syndicale sérieuse, en ce qu'elle procède du respect d'une obligation statutaire d'une part et qu'elle donne l'occasion à ses membres de participer à la formulation des orientations de l'organisation d'autre part. En convoquant ces assises, votre centrale satisfait ainsi à ses obligations statutaires. Soyez-en félicités. Mesdames et messieurs, le thème de votre 5e congrès, le futur du travail et l'avenir du syndicat, est d'une pertinence avérée et cadre parfaitement avec les préoccupations de l'heure des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont fait du dialogue social leur priorité, comme en témoignent les séries de mesures prises par mon département ministériel afin de relever les défis liés au monde du travail et des travailleurs. Soyez rassurés, chers congressistes, que le gouvernement étudiera avec la plus grande attention les conclusions qui en seront issues des présentes assises. Il faut noter que ce 5e congrès ordinaire devait se tenir du 25 au 28 juin 2020, très malheureusement reporté en raison de la pandémie du Covid-19 à la date du 10 au 11 novembre 2021. De ce congrès sortira sans nul doute une nouvelle équipe qui conduira cette structure pour les 4 années à venir.
À l'issue donc des assises du 5e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne de travail qui a d'ailleurs duré 2 jours, un nouveau bureau a été mis en place. Retrouvons une fois de plus Ibrahim Abdelkader et Abdouraouf Dayev. Ce 5e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail s'est achevé après 48 heures de travaux intenses et l'élection d'un nouveau comité exécutif. En effet, Mamadou Sako passe le flambeau au tout nouveau secrétaire général après 15 années aux commandes de cette structure syndicale. Je réaffirme solennellement que Sako est encore là avec nous et il restera avec nous parce que nous aurons toujours besoin de lui à nos côtés pour conduire cette organisation. Mais également parce que après plus de 15 ans à la tête de la CNT, je sais qu'il nous sera difficile, très difficile de pouvoir évoluer seul sans lui. Alaji Sako Mamadou, vous serez là avec nous. Vous avez été élu président d'honneur de la CNT et j'espère que vous allez continuer à œuvrer de la même façon que vous l'avez commencé en 1996 lorsque la CNT a été créée. Il y a des résolutions, des recommandations issues de ce congrès. Le jeune bureau que vous venez d'élire a le devoir de répondre et de rendre compte 4 ans plus tard. Et j'ose espérer qu'avec les hommes et les femmes élus aujourd'hui, que nous pourrions relever le défi. Je n'ai pas un grand discours à faire, Président, que de vous dire merci. Merci d'être présent à Niamey pour le congrès de la CNT. Merci aux syndicats centrales, amis et sœurs qui sont là avec nous. Merci à tout le monde. Une fois encore, merci. Comme je l'ai dit, je n'ai pratiquement pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui. C'est avec émotion que le secrétaire général de la Confédération des travailleurs sénégalais présent aux assises a clos les... Ces félicitations s'adressent à l'ensemble du bureau sortant, aux membres et particulièrement à mon frère et ami, Mamadou Sako, qui vient après une mission accomplie comme secrétaire général de la CNT. Il vient donc passer le témoin à un jeune frère, le camarade Alidou, que nous félicitons très vivement, ainsi que l'ensemble des membres du bureau exécutif national. Entrons. Soyez camarades assurés de notre soutien et celui de la CIC Afrique dans la mise en œuvre de votre feuille de route pour ce prochain mandat. Ayez toujours à l'esprit que vous restez fort et toujours restez dans le peloton de tête des syndicats. Ici au Niger, vous devez être solidaires et unis. Le premier acte de solidarité, à mon avis, est celui du paiement des cotisations. Une organisation forte repose sur sa solidarité, sur son unité, mais également sur ses ressources financières. Œuvrez sans cesse pour la conciliation de votre unité. Restez à l'écoute de vos membres. La mission syndicale n'est pas une sinécure, c'est un sacerdoce qui nécessite beaucoup de sacrifices, qui pousse au découragement quelquefois. Mais à notre avis, il n'y a rien de plus noble que de défendre les autres, comme vous les avez l'habitude de le dire. Votre mission, c'est de défendre le vôtre. Je voudrais au nom de la délégation vous dire merci et vous souhaiter plein succès. Bon vent, camarade secrétaire général, et à l'ensemble des membres du bureau. A noter que le quota des femmes a été respecté dans cette élection. Plusieurs ont été élus dans ce comité exécutif et une photo de famille du nouveau bureau en compagnie de l'ancien secrétaire général nommé président d'honneur et les différents hôtes de la sous-région présents pour la circonstance a marqué la fin de ce congrès.
Le comité de suivi de la première promotion en licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire, en collaboration avec la délégation générale des étudiants de l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey, ont rendu public vendredi dernier une déclaration de presse. Elle est relative à leur situation d'études. Suivant la teneur de cette déclaration dans cet extrait. Pour rappel, les étudiants concernés ont tous suivi une formation professionnelle de 3 ans de 2017 à 2020. Une formation à l'issue de laquelle 492 parmi eux ont obtenu leur licence professionnelle et sont donc appelés à apporter l'expertise ainsi acquise à la promotion d'un enseignement de qualité au Niger. Il s'agit dans les détails de 232 diplômés scientifiques des options maths SVT, maths PC, PC SVT et 260 diplômés en sciences humaines et sociales, dont 136 pour l'option français histoire-géographie et 124 pour l'option français-anglais. Il convient de rappeler que ce profil de diplômés professionnels a été défini par l'État nigérien lui-même et entre en parfaite harmonie avec la politique éducative du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed. En effet, dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, son Excellence M. Bazoum Mohamed disait à propos de l'éducation: il est en effet impérieux et urgent de disposer d'enseignants professionnels maîtrisant les contenus à enseigner et les techniques d'enseignement et d'apprentissage. Depuis septembre dernier, les diplômés de l'ENS attendent impatiemment leur affectation dans les différentes régions pour embrasser la carrière enseignante. Il faut noter que le besoin en enseignants professionnels est si grand au Niger qu'une seule région du pays peut absorber l'ensemble de la première promotion en licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire. La nécessité de recrutement de tous les diplômés LPPS sans discrimination tombe sous l'essence. Le comité de suivi de la première promotion en licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire et la délégation générale des étudiants de l'école normale supérieure en appel au sens aigu du patriotisme et de justice du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, et du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, dont l'intérêt pour l'école nigérienne est connu de tous et de tout mettre en œuvre en vue du recrutement direct, sans discrimination, à la fonction publique de l'intégralité des 260 diplômés en sciences humaines et sociales et des 232 diplômés scientifiques de la première promotion en licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire. Et puis le Niger accueillera bientôt le 3e sommet africain des jeunes filles. Et c'est dans ce sens qu'une de nos équipes est allée à la rencontre de la directrice de l'ONG FAD, Femmes Action et Développement, pour parler des défis sur la scolarisation de la jeune fille au Niger. Suivant le reportage. La scolarisation des jeunes filles est un enjeu auquel le monde fait face depuis des années. Bien que l'éducation contribue à l'épanouissement de l'individu et au développement des nations, beaucoup de filles restent exclues du système scolaire, particulièrement au Niger. Près d'une fille sur 2 ne va pas à l'école aujourd'hui. Les garçons sont considérés comme prioritaires sur les études. La situation de la scolarisation de la jeune fille au Niger est assez complexe car, comme vous le savez, au niveau de l'inscription des filles, on a juste beaucoup de filles qui sont inscrites à l'école. Donc au primaire, on constate qu'il y a plus de filles que de garçons, mais à partir de la 6e, on remarque qu'il y a de moins en moins de filles. Une fois au lycée, en terminale, il n'y a pratiquement pas de filles. On compte une fille pour 3 garçons et à l'université, c'est autre chose. On a à peine une fille pour 10 garçons. Donc la scolarisation de la jeune
jeune fille a besoin d'énormément d'amélioration au Niger. Pour Mariama Jibo de l'ONG FAD, beaucoup de facteurs expliquent cette situation, notamment le mariage précoce, le manque crucial de moyens, la dépravation des mœurs. Comme défi à la scolarisation de la jeune fille au Niger, on peut enregistrer la pauvreté des ménages nigériens, car ce qui fait que beaucoup de parents se disent ne pas avoir les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, car il y a les frais de COGES à payer, les fournitures et tous ceux qui vont avec. Or, ils sont nombreux, les parents nigériens, à ne pas pouvoir se le permettre. Il y a le défi du mariage aussi. Beaucoup de parents, justement à cause de cette pauvreté, se disent qu'il serait mieux de donner leur fille en mariage à d'autres personnes qui pourront les prendre en charge, ce qui fera des bouches en moins à nourrir. Mais il y a également l'aspect culturel qui fait que beaucoup de parents pensent qu'une fille doit plus être dans un foyer que sur les bancs d'une école, notamment quand on sait que dans certaines zones rurales, l'éducation ne connaît pas suffisamment de débouchés. Donc beaucoup de parents se disent que ce n'est pas la peine d'envoyer leur fille à l'école. Ce qui n'est pas correct d'ailleurs, mais malheureusement c'est un énorme défi, la scolarisation des filles. Il y a également la dépravation des mœurs dont nous sommes tous témoins maintenant. Beaucoup de parents se disent que si nous constatons ces choses, c'est parce que leurs enfants vont à l'école, donc ils se disent qu'ils préfèrent retirer leurs enfants de l'école, les garder à côté d'eux. Donc il y a vraiment énormément de défis à la scolarisation des filles. Comme solution, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience générale, que toutes et tous comprennent que la scolarisation des filles est une nécessité. On le sait aujourd'hui, au Niger, les femmes sont majoritaires et les jeunes filles sont majoritaires. Elles représentent la frange la plus majoritaire de la population nigérienne. Donc il est important que chacun comprenne que tant que les filles ne seront pas éduquées, tant qu'elles n'auront pas de diplôme, tant qu'elles ne pourront pas contribuer au développement du pays, on n'ira nulle part. Donc si on arrive à comprendre cela, c'est déjà bien, ça va nous amener à inscrire nos filles à l'école et à les maintenir à l'école. Il faudrait également que l'État crée les conditions pour l'autonomie des parents afin qu'ils aient une certaine condition de vie qui puisse leur permettre de maintenir leurs filles à l'école, de ne pas être tentés de les donner en mariage précocement. Il serait également nécessaire qu'on prenne des mesures pour cadrer le mariage précoce afin que les filles puissent rester le plus longtemps à l'école. Ainsi, il faut retenir que l'éducation de la jeune fille reste très importante pour un pays, car quand elle n'est pas garantie, a pour conséquence de freiner le développement du pays. Et comme le dit un adage, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est pourquoi les autorités en place ont fait de l'éducation en général et celle de la jeune fille en particulier leur cheval de bataille. Parlons dans cette rétrospective de la semaine de cette déclaration du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. À travers cette dernière, le comité lance un appel à l'État du Niger quant à son devoir de protéger les populations contre les attaques des groupes armés terroristes autour des tueries en masse et de l'extrémisme violent. La teneur de la déclaration dans cet extrait. Le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, face à l'aggravation quotidienne de la situation sécuritaire dans bon nombre de régions, dont notamment Tawa, Difa et Tillabéri, avec son lot quotidien de victimes civiles et militaires, donc présente tout d'abord ses condoléances attristées à toute la nation nigérienne et en particulier aux populations martyres de Zamuganda et de Lanzuru, victimes une fois de plus de la barbarie des bandits armés, sans foi ni loi, qui sévissent dans toute la zone de la région de Tillabéri, région en quasi-état d'occupation par les bandits qui ont ordonné la fermeture de bon nombre d'écoles publiques, obligeant élèves et maîtres à abandonner leurs études au plus et au sud de l'État, dont les forces de sécurité laissent brûler les infrastructures chèrement construites sur financement de fonds publics, donc les écoles du contribuable. Pour mettre un terme définitif à cette situation, nous appelons instamment à l'État du Niger à son devoir régalien de protéger les populations contre les attaques de groupes armés terroristes, auteurs de tueries en masse et de l'extrémisme violent. En considération de tout ce qui précède, le comité parle au président de la République, chef suprême
suprême des armées de respecter ses engagements solennels pris devant les populations d'Anzourou et de Balikongo. Rappelle la demande de nommer à la tête de la région des différents départements des FDS en activité. Aux députés nationaux de sortir de leur silence. Interpelle les ministres, cadres, leaders politiques, opérateurs économiques de la région de sortir de leur mutisme face à la tragédie qui vit dans la région. Les FDS de prendre des dispositions utiles et nécessaires pour sécuriser les populations et leurs biens. À la population de sortir massivement pour contraindre les autorités à assumer leurs responsabilités, rien que leurs responsabilités, conformément à la Constitution. Considérant la présence nuisible des forces étrangères sur notre territoire, présence que nous qualifions de complicité avec les bandits, le comité exige le départ sans condition de troupes étrangères. Félicite les ressortissants de la région de Tilabéry de la diaspora pour tous les efforts et les demandes de s'organiser davantage. Mesdames et messieurs, ressortissants de Tilabéry, population de Tilabéry, sachez que nous sommes en guerre contre les bandits. En conséquence, le comité interpelle la conscience collective à un soulèvement populaire pour libérer nos territoires de ces bandits au prix de nos vies à l'image du maire de Balikongo et de ses vaillants combattants. Projection du film Tabourada mercredi dernier au palais de congrès de Niamey, un film réalisé par Nana Hadiza qui retrace l'historique et les conséquences de la migration irrégulière dans le département de Kanchi. Alou Mansani, Ibrahim Kantama. Ce film Tabourada réalisé par Nana Hadiza retrace la problématique de la migration irrégulière dans le département de Kanchi, région des Anders. C'était en présence de plusieurs invités de marque et cinéphiles, une production dans le cadre du projet Zander ou Migration dans la dite région. Tabourada, c'est un mot Hausa. En résumé, en traduction française, dans le film, on a dit migration irrégulière. Mais concrètement, aller en Tabourada, c'est partir en néance. C'est partir en aventure. C'est partir sans être sûr de là où on va et de ce qu'on va trouver. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Ces femmes, elles s'embarquent à partir. Elles exposent leur vie, elles exposent la vie de leurs enfants sans être sûres de gagner ce lendemain meilleur qu'elles sont parties rechercher. Le film a été réalisé dans le cadre d'un projet intitulé Zander 8 Migration, qui est un projet qui a été initié par ONU Femmes Niger, qui a essentiellement pour objectif de réduire les effets négatifs liés à la migration irrégulière des femmes et des jeunes hommes dans la région dans le département de Kanché, la région des Anders. Donc le projet a souhaité avoir un film qui va retracer l'histoire de ces femmes de cette région qui partent à Tabourada. Et c'est ainsi que nous avons fait un travail de repérage, un travail terrain qui nous a permis de piocher, qui nous a permis de faire un travail de sélection jusqu'à trouver la seule rescapée du drapeau. Pour le représentant pays ONU Femmes Niger, celui-ci se réjouit du professionnalisme dans la réalisation de ces films. L'idée de base, c'était de dire que le paradis est sous nos pieds. C'est vrai que dans le cas de la migration est un phénomène, comme j'ai dit, mondial. Mais l'essentiel, c'est de dire que l'Eldorado, c'est souvent à côté. Il s'agit juste de croire en soi, de croire au potentiel de la localité et de pouvoir les mettre en valeur. Les autorités ont donné rapidement aux femmes environ 300 hectares que nous avons sécurisés à travers des titres fonciers. Nous avons aussi opéré à l'installation et à l'équipement en matériel de transformation agroalimentaire dans 100 centres de services, des boutiques des entrants
des constructions de magasins, des équipements agricoles, donc un certain nombre de paquets d'activités qui ont permis véritablement à ces cibles spécifiques de pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous avons voulu aussi accompagner ce grand programme avec une activité de communication, d'où la réalisation de ce film de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière. Mesdames, Messieurs, sans anticiper sur le contenu, je voudrais encore une fois remercier Laura pour sa proactivité et son esprit d'ingéniosité. Dans son discours de lancement de ce film Tabarada, le ministre de la Culture et du Tourisme a salué cette grande œuvre réalisée par la jeune Nigéria. Et s'est dit prêt à accompagner cette initiative qui vise à sensibiliser et informer la population sur les conséquences de la migration irrégulière. Tabarada, réalisé par la jeune et talentueuse réalisatrice Nana Hadiza Akawalla, avec le précieux appui de ONU Femmes Niger. Sans entrer dans la trame du film, je peux quand même dire qu'il traite de l'épineuse question de la migration irrégulière devenue ces dernières années un phénomène qui n'épargne aucune frange de notre société. Elle touche particulièrement les femmes et les jeunes hommes. Mesdames et messieurs, ce film Tabarada, objet de la présente cérémonie, est un des résultats du projet Réduction des effets négatifs de la migration sur les femmes et les jeunes hommes en investissant dans leurs capacités productives dans le département de Kanché, région de Zender, financé par le gouvernement de l'Italie. Il contribue positivement au développement du secteur culturel en général et à la cinématographie en particulier. Il témoigne de la qualité de la collaboration entre acteurs culturels et ONU Femmes. Ce partenariat que je salue solennellement cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et de la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou. Ce film Tabarada a eu le soutien de l'ONU Femmes Niger et l'ambassade d'Italie au Niger. Cependant, les autorités en charge de cette question de la migration devraient davantage accompagner les jeunes. Hambali Voyage se prépare activement à l'édition 2021-2022 de la Omra. Notre confrère Ibrahim Hiro nous en dit davantage. Pour finir l'année de la Voie d'Allah, l'agence de l'honorable Bachir Hambali organise successivement deux éditions Omra en septembre et décembre prochains. Malgré la suspension du grand pèlerinage depuis 2019, l'agence pour le Hajj et la Umrah, Hambali Voyage, est restée debout, droit dans ses bottes. À son actif, plusieurs éditions Umrah, dont la dernière en date vient de s'achever courant octobre dernier. Les préparatifs de la Umrah de décembre se déroulent normalement et cette édition intervient dans un contexte d'allègement des mesures sanitaires en Arabie Saoudite. Les mesures qui étaient vraiment instaurées il y a quelques mois sont en train d'être levées. Tout récemment, notre troisième vague de pèlerins Umrah, troisième phase, ont profité de lever de ces mesures-là. Si vous savez bien regarder, au niveau de la Kaaba, les barricades sont levées. Au niveau de tous les sites de pèlerinage, les mesures, les distanciations, tout ce qui était contraignant a été levé au niveau de l'Arabie Saoudite. Et voici la bonne nouvelle pour les candidats au petit pèlerinage. De la même façon que la troisième Umrah s'est déroulée dans des meilleures conditions par rapport aux deux premières, nous estimons que la quatrième Umrah qui aura lieu en décembre se déroulera dans des meilleures en tout cas, conditions que la troisième Umrah. À l'agence de l'honorable Bachir Harouna Hambali, l'on offre aux musulmans une alternative de tourisme en cette fin d'année 2021. Le message que j'adresse aux musulmans nigériens, c'est d'aller visiter les sites touristiques religieux
plutôt que d'aller visiter les sites touristiques classiques. Le message semble bien reçu puisque la liste des inscriptions s'allonge au jour le jour. Les gens sont en train déjà de s'inscrire. Tout à l'heure, il y avait 2 bonnes dames qui étaient déjà venues s'inscrire pour aujourd'hui même. Oui, nous avons vraiment régulièrement des inscriptions. Donc il y a d'autres qui viennent s'inscrire pour la Oumra de décembre et d'autres qui s'inscrivent déjà pour la Oumra Ramadan. D'ailleurs, il n'y a pas que les inscriptions pour la Oumra. Les candidats au Hajj ne sont pas non plus en marge. Car, selon la tendance saoudienne, la suspension du grand pèlerinage sera certainement levée cette année. En tout cas, l'espoir est bien permis. Pour l'âge, déjà les gens qui se sont inscrits en 2021 ont renouvelé, d'autres ont renouvelé leur inscription et de nouvelles inscriptions sont venues s'ajouter aux anciennes inscriptions pour 2022. En dépit des épreuves imposées par la pandémie de Covid-19 ayant eu pour conséquence la faillite de certaines agences, grâce à l'expérience de ses responsables et leur esprit de créativité, Hambali Voyage a su garder la tête hors de l'eau pendant cette difficile traversée. Et voilà qui peut rassurer les candidats à la Oumra et même au Hajj 2022. Et nous bouclons cette rétrospective de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire. Comme à chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux paris au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Bicéphalisme au sommet de l'État. Le comportement d'Issoufou commence à agacer même au sein du PNDS Tareya, nous rapporte dans sa parution Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui qui écrit que de l'avis de plusieurs acteurs politiques très proches du bureau exécutif du PNDS Tareya, les intrusions intempestives de l'ex-président Issoufou Mahamadou dans la gouvernance du président de la République Bazoum Mohamed commencent à choquer. Beaucoup de membres du BEN seraient mécontents de l'acharnement de l'ex-président à s'accrocher encore à la gestion des affaires du pays. Ça risque de chauffer dans les prochains jours, s'exclame le journal, qui explique que quand nous parlions de l'entêtement de l'ex-président Issoufou Mahamadou et de son acharnement à s'accrocher encore aux affaires du pays, beaucoup doutaient de notre sincérité. Certains nous taxaient même d'être à la sorte d'une quelconque opposition, comme s'ils ne vivaient pas au Niger pour savoir qu'il n'existe rien de ce sens aujourd'hui dans notre pays. En tout cas, cette opposition bat tellement des ailes que personne ne se hasarderait à lui accorder un quelconque crédit. Ceci dit, le journal écrit que aujourd'hui, beaucoup de nos détracteurs sont revenus de leur désillusion et partout dans le pays, on ne parle que de l'acharnement de l'ex-président Issoufou Mahamadou à faire ombrage aux actions du président de la République, Bazoum Mohamed. Et aujourd'hui, outre son intrusion dans la conduite et l'organisation de plusieurs services administratifs, l'ex-président Issoufou Mahamadou se hasarde même à doubler le légitime président Bazoum dans certaines rencontres internationales, écrit toujours le confrère, qui ajoute qu'on ne refuse pas que le président Issoufou soit vu de l'extérieur comme un messie pour certaines causes internationales comme la lutte contre le terrorisme, où il est présenté comme un champion dans la région sahélienne, mais connaissant certainement que par ses discours incendiaires qu'il a attiré à notre pays et même à nos voisins la foudre de Boko Haram. On ne refuse pas aussi que certains de ses amis extérieurs comme Mamadou Bouhari et ceux du Ghana lui attribuent des carrefours. Cependant, le journal explique que l'ex-président doit se résoudre à accepter désormais. C'est le président Bazoum Mohamed qui doit représenter le Niger dans toutes les instances internationales. S'il se trouve qu'il est occupé pour une raison ou pour une autre, il a un haut représentant qu'il doit déléguer pour le représenter. Le président Issoufou n'a, selon le journal, nullement les prérogatives de se retrouver sur le même lieu au nom du Niger avec le président légitime Bazoum Mohamed.
D'ailleurs, si vraiment il témoignait d'un quelconque respect pour son compagnon de tous les jours, il doit le mettre sur un même plateau que le président Bazoum. Pas s'éclipser totalement, mais déléguer une autre personne de la fondation Issoufou Mahamadou, explique le confrère. Quant au journal Le Hérisson, il s'est intéressé aux nominations au sein des institutions de la République. Nouvel affairisme politique, se demande en gros le journal. Les nominations aux postes politiques n'ont pas commencé aujourd'hui et ne finiront pas demain. Et ce n'est pas qu'une réalité du Niger. Ainsi tourne le monde dans toutes les démocraties. Seulement, ici plus qu'ailleurs, les récompenses partisanes prennent la forme d'une véritable escroquerie. Comme le dira l'autre, nous avons vu, nous avons imité au point de réinventer ce que nous avons appris. La nouveauté dans les nominations politiques, nouveauté il y en a, c'est dans les institutions de la République que ça se passe. On donne de la main droite et on soutient de la main gauche. Tenez, le scénario. On peut recruter dans la sphère des militants et sympathisants des bases, parfois lointaines, des conseillers techniques ou spéciaux du genre, on s'arrange. D'un conseil quelconque du promis, on n'en veut pas. Ce sont ces indemnités mensuelles qui sont convoitées. À la fin de chaque mois, on prélève une somme importante sur son revenu, parfois la moitié, parfois au-delà, qu'on dit repartir entre les structures politiques, coordination communale, bureau régional, bureau politique, etc. Allez-y savoir si ce trésor de guerre politique amassé va pour le fonctionnement du parti pour lequel il est dit destiné. Dans la plupart des cas, ce sont des individus véreux qui s'en accaparent, se partagent ses rentes, s'en servent pour leur compte personnel, nous apprend le journal. Voilà la nouvelle forme d'escroquerie politique. Selon certaines confidences faites au journal, on crée même des conseillers fictifs et on émarge à leur place à la fin de chaque mois. Nos institutions seraient donc devenues des véritables casernes d'Ali Baba. Est-ce pour dissimuler ce genre de vol et d'arnaque que les salaires et indemnités dans les institutions de la République continuent d'être perçus au biétage au moment où on demande de mettre fin à ce système de paiement archaïque qui tranche avec la transparence des dépenses publiques? La question reste posée pour le journal. Quant au journal L'Enquêteur, il s'est intéressé cette semaine à la situation du PNDS Tareya. Le torchon rebrûle, écrit en gros le confrère. La friction naissante au sein du parti au pouvoir risque de se transformer en une bataille rangée entre les partisans de Bazoum Mohamed et ceux de son prédécesseur et mentor. Le vase de la discorde est plein à ras-bord. Le débordement ne saurait tarder, écrit le journal. Du fait des frictions qui vont crescendo entre les partisans de Bazoum Mohamed et ceux de son prédécesseur, le PNDS Tareya prend des allures d'une poudrière, nous apprend toujours le confrère, qui ajoute que plusieurs observateurs en sont convaincus. Le parti présidentiel est à la merci d'une déflagration. L'étincelle qui mettra le feu aux poudres peut jaillir à tout moment. Ce serait une grosse erreur politique de la part de Bazoum Mohamed d'occulter cette éventualité. Ce clash entre lui et les proches de son prédécesseur. Comme tout groupe de personnes, le PNDS Tareya n'est pas à l'abri d'une implosion. Nous apprenons toujours le confrère, pour qui c'est dans l'ordre normal des choses, pour ainsi dire. Puis à propos de la situation sécuritaire de notre pays, le président Bazoum à Bani Bangou, la riposte du chef suprême des armées, écrit en gros Niger Inter Hebdo. Après le drame de Bani Bangou, la réplique du président Bazoum n'a pas tardé. Il est allé illico presto témoigner sa compassion et présenter ses condoléances aux familles endeuillées par des individus sans foi ni loi. Comme pour couper l'herbe sous le pied des pourfendeurs de l'État et des forces de défense et de sécurité, Mohamed Bazoum a marqué la présence de l'État en échangeant directement et sans faux fuyant avec les populations de Bani Bangou. De tous les soucis que nous avons, le souci de l'insécurité dans la région de Tillabéri est la chose qui m'empêche le plus de dormir et sur laquelle je réfléchis le plus, a martelé le président Bazoum, faisant ainsi preuve d'un sens d'écoute et de responsabilité à la hauteur de ses fonctions. Le samedi 6 novembre 2021 dernier, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, s'est rendu au chevet des populations de Bani Bangou après l'assassinat de 109 personnes, dont le maire de cette commune. Le chef suprême des armées est venu exprimer sa compassion et marquer la présence de l'État qui est tenu de tout faire pour garantir la sécurité de tous les Nigériens. C'est mon devoir élémentaire que dans les instants de ce genre, je vienne personnellement partager avec vous votre deuil, a indiqué le chef de l'État dès l'entrée
l'entame de son speech. En faisant le déplacement de Bani Bangou comme celui de Lanzourou en septembre dernier, le président Bazoum a fait montre de courage et d'un sens élevé de l'État qui rassure ses compatriotes du Zarmaganda, ceux-là même qui ont tendance à recourir à l'autodéfense en désespérant de l'État d'une certaine manière. Mais très alerté et renseigné des actes de désespoir entrepris par quelques-uns, le chef suprême des armées a tenu à dissuader les populations de Bani Bangou et de la région de Tillabéri en général de renoncer à ce jeu dangereux pour laisser les professionnels de la guerre à faire face aux terroristes. Je comprends que vous ne soyez pas satisfait de notre rendement, de nos performances. Si vous pensez que vous pouvez assurer votre défense, c'est légitime. Mais celui qui doit assurer votre défense et sur lequel vous devez compter, c'est l'État, a renchéri le président de la République. Le journal écrit plus loin qu'en venant avec les chefs militaires à Bani Bangou auprès d'une population désabusée, indignée face à la barbarie de ceux qui sont assoiffés de sang, le président Bazoum voudrait bien dire à ses sécurocrates de se ressaisir. Il va falloir que les plus hauts gradés comprennent que le peuple n'est pas satisfait de leur posture. Ils doivent redorer leur blason. C'est un très mauvais signe lorsque les populations civiles décident de se défendre en lieu et place des forces de défense et de sécurité. Nous osons espérer que la leçon de Bani Bangou est bien apprise par tous, conclut le journal. Puis l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par l'incendie de Maradi. Le Nouveau Républicain écrit à ce titre « Classe en paillotte, l'héritage accablant de Zaki ». Encore une fois de plus, des pauvres et innocents enfants nigériens viennent de périr violemment dans un incendie de leur établissement en plein cœur de la capitale économique du Niger, Maradi, le 8 novembre dernier. Le bilan macabre est lourd, très lourd même, car c'était plus d'une vingtaine d'enfants en préscolaire qui ont trouvé la mort dans cette tragédie et plusieurs blessés graves dont le pronostic vital est engagé. Ce drame de Maradi vient s'ajouter à celui de Niamey, survenu l'an dernier au quartier Pays-Bas qui avait coûté la vie à une quarantaine d'élèves et plusieurs blessés graves. Dans ces deux cas, la tragédie se déroule dans des grandes agglomérations urbaines, Niamey et Maradi, mais non dans les contrées éloignées du pays pour que l'on puisse justifier la présence de classes paillotes dans ces deux grandes régions du Niger. Mais oui, que voulez-vous d'autre que de découvrir aujourd'hui toute l'imposture d'Issoufou Mahamadou qui ne cessait de se gausser tout au long de ces deux quinquennats de son bilan sur le plan éducatif en abreuvant les Nigériens de chiffres fantaisistes et manipulés du nombre de classes qu'il prétendait avoir construites, s'interroge le journal pour qui déjà dès son premier mandat, en l'espace de 2 années seulement, il prétendait avoir construit 6000 classes à raison de 3000 classes par an. Souvenez-vous-en, le caractère ridicule et grotesque de ces chiffres ahurissants avait fait d'ailleurs réagir à l'époque le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, qui ne s'était guère embarrassé de dépasser toutes les bornes de la courtoisie diplomatique après un show télévisé sur les premiers bilans du pouvoir en place pour déclarer péremptoirement que le président Issoufou Mahamadou n'a pas dit la vérité sur le nombre de classes qu'il dit avoir construites depuis son élection à la tête du pays. Pourtant, le journal estime que Seyni Oumarou n'était pas connu pour ce genre d'outrance langagière, d'habitude plus pondérée et plus mesurée dans sa parole publique. S'il en était arrivé à une telle extrémité expressive, c'était sans doute à cause de la démagogie politique qui s'est dissimulée derrière tous ces chiffres fantaisistes, arbitraires, tronqués, faits de bric-à-brac, juste pour se donner un auto-satisfait qui était loin de refléter la réalité. Le journal écrit encore que si réellement ces classes avaient été construites, cela aurait sans doute donné le nombre astronomique de 30 000 classes pour les deux quinquennats. De quoi quand même mettre fin aux classes paillotes dans les grandes agglomérations urbaines du pays, convenez-en avec le journal. Et comme la réalité est têtue du temps souvent, elle a fini par rattraper le mensonge de toutes ces années de gestion de la question scolaire sous le règne d'Issoufou Mahamadou, écrit le journal, qui ajoute qu'aujourd'hui le constat est là, implacable, une gestion calamiteuse souvent semblable au jet d'urine sur un sol épais, dont on ne peut échapper soi-même au rebond diurétique, comme l'enseigne un adage du terroir national. Plus loin, le journal écrit que le président, soucieux du devenir de l'école nigérienne, comme il l'a manifesté les premiers jours de sa prise de fonction, devrait prendre en main
son courage que l'on lui connaît pour faire un audit général de la gestion de la question scolaire sous le règne calamiteux d'Issoufou Mahamadou afin de révéler à la face des Nigériens et du monde entier toute la supercherie avec ce démago aux petits souliers nous avait enfumé pendant toute une décennie. Puis à la une du courrier cette semaine, un dossier concernant la Bagri. Comment la Bagri a été vendue à la Banque populaire mauritanienne, nous apprend dans ses titres le journal. En 2018, à 2 ans de la fin du second et dernier mandat d'Issoufou Mahamadou, l'État du Niger décide de vendre la Banque agricole du Niger Bagri. Un avènement passé presque inaperçu, mais attendu des observateurs tant l'institution a été médiocre et brouillonne dès ses premiers pas. C'est la Banque populaire de Mauritanie qui s'est adjugée après un appel d'offres international, ce qui devrait être le joyau de la politique de développement du Niger. Contre l'avis de la commission banque de l'UEMOA, le Niger a vendu à la BPM les 110% des parts qui lui restaient après une première cession de 30% à des privés nigériens. Le montant de la transaction n'a jamais été rendu public, si bien que des soupçons nourris alimentent les échanges des salons quant à la destination de l'argent concédé à l'État. Selon les sources proches du dossier, presque personne ne sait quelle destination ont prise le montant de la transaction de cession du capital détenu par l'État nigérien à la BPM. Rien, au regard des moyens dont elle a disposé au démarrage, ne justifiait selon le journal cette fin lamentable. La Banque agricole du Niger Bagri a vu le jour en juillet 2010 avec ses 32 dents. Son capital, 10 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État nigérien, rappelle le confrère. Et pour finir, à la une de la nation, parlons énergie. L'État suspend la construction des stations d'essence à Niamey, nous apprend à sa une la nation. Depuis plusieurs années, les stations d'essence ne font que s'aimer dans la capitale, à tel point que certains habitants de la ville de Niamey commencent à s'inquiéter des dangers que peuvent engendrer ces stations d'essence qui se créent de façon effrénée. Le ministère du pétrole et de l'énergie a décidé de prendre le taureau par les cornes en suspendant toute construction de stations d'essence dans la ville jusqu'à nouvel ordre. Il en est de même pour les ouvertures de centres emplisseurs de gaz qui ont connu une flambée vertigineuse dans le pays. C'est à travers un tweet largement partagé que le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Sani Issoufou Mahamadou, annonce qu'au vu de la densité des stations-service à Niamey, l'instruction de tout dossier de demande d'ouverture et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures sur les terrains se trouvant au sein de la communauté urbaine de Niamey est suspendue. Le ministre ajoute, selon le journal, que d'autre part, afin de rationaliser le réseau de distribution de gaz, l'ouverture de tout nouveau centre emplisseur est également suspendu jusqu'à nouvel ordre, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension de construction de stations d'essence vient, selon le journal, répondre à des préoccupations maintes fois soulevées par les habitants de la capitale relativement à la floraison des stations d'essence. Le risque avec cette prolifération des stations de vente de carburant est que celles-ci ne conduisent à un embrasement de certains quartiers de la capitale en cas d'accident ou d'incendie. Selon les sources du journal, cette suspension de construction des stations d'essence est motivée par l'absence de réglementation concernant ce secteur et les demandes ne font qu'affluer au niveau du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. On apprend que c'est en attendant l'entrée en vigueur de cette loi en préparation que le ministère de tutelle a pris la mesure conservatoire de suspendre la construction des stations d'essence. C'est également pour permettre la mise en place d'une réglementation adéquate dans le secteur de la distribution du gaz que l'État a décidé de mettre en veilleuse la création des centres emplisseurs. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.